StudyGate Digital Learning Technologies. Deuxième partie de ce cours, c'est le syndrome coronarien avec ce décalage persistant de segment ST, donc ST+. Ça traduit donc une nécrose ischémique transmurale secondaire à une occlusion totale d'une artère coronaire. Donc c'est généralement une nécrose qui est systématisée à un territoire donné, donc lié à l'artère coupable. Dans ce cas, l'évolution naturelle, c'est vers la constitution donc d'un infarctus du myocarde avec endocu. Alors cliniquement, la douleur toujours c'est le maître symptôme, donc c'est une douleur infarctoïde qui est dans ce cas prolongée supérieure à 20 minutes qui est trinitro-résistante, toujours trinitro-résistante, l'occlusion elle est totale. Dans ce cas donc la douleur elle s'associe à des signes, à un syndrome vagal, donc à des sueurs, des nausées, des éructations, une pâleur, et parfois un choc vagal, donc une bradycardie et une hypotension artérielle, surtout pour les localisations inférieures. Donc tanchouf ou les localisations surtout inférieures. Comme elle peut être associée à une syncope, à des palpitations, donc liées à des troubles de rythme, ou parfois à une dyspnée, donc en cas d'une insuffisance ventriculaire gauche. Donc les modifications à l'ECG, la première anomalie, c'est les ondes de T amples, pointues et symétriques. Donc, les longs de T, l'aspect normal de terme sont positifs, mais qui sont asymétriques. Donc, il y a une partie ascendante et une partie descendante. Donc, pour l'infarctus du myocarde, la première modification, c'est les ondes de T qui deviennent amples, pointues et symétriques, traduisant donc l'ischémie sous-endocardique, donc qui m'appelle les territoires les plus vulnérables, c'est les territoires sous-endocardiques. C'est généralement au cours de la première heure, donc c'est très précoce et rarement on assiste à identifier ces ondes de T, l'onde de T coronaire. Deuxième modification, c'est la plus importante, c'est le sus-décalage du segment ST ou ce qu'on appelle l'onde de Pardy. Dans ce cas, ça traduit une lésion sous-épicardique. Donc à partir de la deuxième heure, c'est défini par l'élévation du point J de 0,2 mV qui qu'on a fait les précordiales V1, V2, V3, de 0,1 mV dans les autres dérivations, bien sûr dans deux dérivations contiguës. Donc c'est un sus-décalage qui est convexe vers le haut qui englobe l'onde de T. Généralement c'est un sus-décalage à partir de la partie descendante de l'onde de R du complexe QRS, donc c'est très spécifique. Et on a dans ce cas ce qu'on appelle l'image au miroir, c'est-à-dire un sous-décalage de segment ST dans les dérivations correspondant à la paroi opposée à celle du sous-décalage. Troisième phase, c'est les ondes de Q de nécrose. Donc ça traduit la nécrose transmurale. C'est des ondes Q qui sont larges, supérieures à 0,04 secondes, et profondes, supérieures à un tiers de QRS. Donc c'est des ondes de Q qui ne sont pas mloul définitives, peuvent régresser en mloul. Mais une fois constituées, donc après la phase aiguë, elles deviennent définitives et irréversibles. Bien sûr, on aura normalement la régression de sus-décalage de ST. Donc, on a l'onde Q négative, segment ST isoélectrique et des ondes T qui sont positives. Et quatrième phase, c'est la négativation des ondes de T. Donc, ça traduit l'ischémie sous-épicardique. Ou bien sûr, après, les ondes de T vont redevenir positives. Donc, on aura un ECG normal, sauf la présence de l'onde de Q de nécrose, donc au cours de l'infarctus ancien. Donc si on récapitule, donc en présence donc de sus-décalage de segment ST et en absence d'onde Q, donc c'est un infarctus de myocarde en cours de constitution. Puis si on a déjà des ondes de Q présentes, c'est un infarctus de myocarde déjà constitué. Donc si dans ce cas la douleur elle date de plus de 12 heures, c'est un infarctus de myocarde semi-récent. Puis le dernier aspect, donc si on a des ondes Q présents, segment ST isoélectrique et des ondes de T qui sont positifs normal, donc c'est un infarctus ancien. Pour les territoires et la systématisation artérielle, bien sûr, c'est primordial, il faut les apprendre. On a le territoire antéroseptal, donc l'antérieur c'est le V1, V2, le septum c'est le V3. Généralement, l'artère responsable, c'est la première septale. C'est une branche de l'artère
interventriculaire antérieur, l'IVA. Puis, زيدوا معهم l'apex, اللي هو le V4, donc les antéro-septo-apical, c'est généralement l'IVA distal. Ou qu'un antérieur étendu, c'est-à-dire le V1, le V6 ou le territoire latéral haut, donc D1 à VL, c'est l'IVA proximal. Donc, la localisation la plus fréquente, c'est le territoire antérieur. Puis, la deuxième localisation par ordre de fréquence, c'est la localisation inférieure. Donc, les dérivations, c'est D2, D3, AVF. Dans ce cas, l'artère coupable soit la coronaire droite, soit la circonflexe. Quand on a une extension ventricule droit, c'est-à-dire V3R, V4R, c'est 100% la coronaire droite. On peut aussi voir une association avec V1, V3, donc toi les V1, V3, D2, D3, AVF. Dans ce cas, c'est septal profond. Comme troisième localisation, on a la localisation latérale. Donc D1, AVL, c'est latéral haut. V5, V6, c'est le latéral bas, circonflexe. Mais c'est rarement isolé, là, le latéral. C'est surtout associé avec l'antérieur ou l'artérialisme antérieur étendu. Dernière localisation, c'est le basal ou le postérieur. C'est le V7, V8, V9. C'est soit la circonflexe ou la coronaire droite. Kiff, le basal ou le postérieur, c'est généralement associé aux autres localisations. Sur le plan électrique, un piège classique, c'est la présence d'un bloc de branche gauche qui peut masquer un syndrome coronarien aigu ST+, antéroseptal, c'est-à-dire dans les dérivations V1, V3. Allez, dans ce cas, on va avoir un aspect QS fait les dérivations V1 à V3, donc ça peut être confondu avec une onde Q de nécrose. Il faut donc céder d'un ECG ancien. Sinon, femme a des signes donc sémiologiques à connaître pour distinguer un BBG d'un ST+. En effet, dans un bloc de branche gauche, normalement la repolarisation, c'est-à-dire segment ST en T, est toujours inversée par rapport à l'axe de QRS. Donc, si on a un aspect QS en V1, V2, normalement, on doit avoir un sus-décalage ST. Et si on a un aspect RSR' en V5, V6, normalement, on a un sous-décalage ST. Et si ce n'est pas le cas, Rahu c'est fortement évocateur d'un infarctus. Bien sûr, on a le signe aussi de Cabrera, c'est le crochetage de la branche ascendante de QS de V1 à V3, donc, mais c'est un signe qui a une spécificité très médiocre. Et un troisième signe le plus important, le meilleur signe de diagnostic d'un BBG, c'est la disparition de l'onde Q, fait le V5 ou le V6. Donc si cette onde est présente, là aussi il s'agit probablement d'un infarctus de myocarde. Mais dans tous les cas, attention, il faut prendre par excès le bloc de branche gauche. Là, on n'est pas sûr, il faut faire la même stratégie qu'un ST+. Pour les complications, on a alors les complications précoces et on a des complications tardives. Pour les complications précoces, elles sont dominées par les troubles de rythme et de la conduction. D'ailleurs, c'est la première cause de mortalité. Pour les troubles de rythme, bien sûr, le risque majeur, c'est la fibrillation ventriculaire qui n'est jamais spontanément résolutive. Il y a fibrillation ventriculaire égale choc électrique externe. Sinon, c'est un arrêt cardiaque imminent. Pour la TV, donc la tachycardie ventriculaire, il faut savoir que la tachycardie ventriculaire, phase aiguë, donc dans les premières 48 heures, a un bon pronostic. Donc, on peut faire le choc électrique si, bien sûr, l'état hémodynamique est instable, mais on peut donner donc le cordarone ou bien xylocaïne si l'état hémodynamique est stable. Et ce n'est pas une indication axe les autres TV, donc au défibrillateur automatique implantable. C'est donc le seul cas où on peut se permettre donc de ne pas indiquer un défibrillateur automatique implantable devant un épisode de TV. Pour les troubles de la conduction, bien sûr, le BAV qui peut survenir dans les infarctus de myocarde antérieur ou bien inférieur. C'est très important, donc on peut poser plein de questions sur cette partie. L'édème antérieur, alors il faut savoir que le BAV il est de très mauvais pronostic, c'est généralement un BAV définitif. À la khatr, il y a une nécrose du tissu de conduction. C'est un BAV bas situé, donc infranodal ou ischien, donc l'échappement bas situé, donc la fréquence cardiaque
باش تكون inférieur à 40 cycles par minute. Donc les QRS généralement larges et sera mal toléré sur le plan hémodynamique. La conduite à tenir, c'est la montée d'une sonde d'entraînement électrosystolique en urgence. Bon, bien sûr, discuter après un pacemaker. Mais l'ENARAO, c'est très mauvais pronostic. Par opposition à l'IDM inférieur, où le BAV il est transitoire, il est de très bons pronostics. Il est dû à un œdème du nœud auriculo-ventriculaire. C'est un BAV qui est haut situé, donc nodal. La fréquence elle est supérieure à 40. L'échappement il est haut situé. Les QRS sont fins. Et on a généralement une bonne tolérance hémodynamique. La conduite à tenir dans ce cas, c'est l'atropine 1 mg IV ou bien l'usuprel. Et si c'est mal toléré, bien sûr, toujours une sonde d'entraînement électrosystolique. Par contre, les blocs de branche ou le bloc sino-auriculaire, toujours de mauvais pronostics. Donc, et ça concerne surtout les IDM inférieurs. Deuxièmement, les complications hémodynamiques. Alors, l'insuffisance ventriculaire gauche, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque aiguë, donc c'est généralement entre 20 et 40% de nécrose myocardique. Donc, on a cliniquement une dyspnée, des râles crépitants, du bruit de gallo-gauche. Donc, ça traduit l'OAP. Le traitement à base d'oxygène, l'azélix et dérivés nitrés dans ce cas. Et c'est généralement de mauvais pronostics. L'état de choc, alors au cours de l'IDM, ça peut se voir dans 3 cas. Soit c'est un état de choc cardiogénique. Donc, on a une hypotension inférieure à 9,6, une tachycardie sinusale. D'ailleurs, devant toute tachycardie sinusale, le CG, la première cause, c'est l'insuffisance ventriculaire gauche ou l'état de choc. Donc là je me dis une question pour l'examen devant une tachycardie sinusale, qu'est-ce que vous suspectez? On a bien sûr avec l'hypotension et la tachycardie, l'OAP, le râle crépitant et le galop gauche. Dans ce cas, l'état de choc cardiogénique, elle peut être primaire si on a plus que 40% de nécrose myocardique, comme elle peut être secondaire. Donc et dans ce cas, c'est plus grave les états de choc cardiogéniques secondaires. Deuxième cas, c'est le choc vagal, donc au cours des IDM inférieurs, on a une hypotension et dans ce cas, une bradycardie, mais tachycardie. Donc la conduite à tenir, c'est un remplissage, surélévation des jambes et l'atropine IV. Le troisième cas, c'est le choc avec extension au ventricule droit. Dans ce cas, on a une hypotension, une tachycardie et des signes droits. Donc ça traduit la diastolie aiguë. Dans ce cas, la conduite à tenir, c'est l'adobutamine, un remplissage vasculaire prudent, plus ou moins atropine si on a un syndrome vagal associé. Mais attention, l'IDM étendu au ventricule droit, alors c'est une contre-indication à l'administration à la phase aiguë des bêta-bloquants et des dérivés nitrés et des UEC. À la khatr, généralement, les bêta-bloquants sont contre-indiqués à la khatr. L'IDM inférieur avec extension ventricule droit, ça s'associe fréquemment à des troubles de conduction. Ou à la khatr, les bêta-bloquants, bien sûr, sont inotropes négatifs. Les dérivés nitrés et les IUC sont contre-indiqués à la khatr, ce sont des vasodilatateurs. Troisièmement, les complications mécaniques. Alors, les complications mécaniques sont de très mauvais pronostics, surtout la rupture de la paroi libre de VG, donc, qui donne hémopéricarde et un choc hémorragique et le décès du patient. On a la rupture septale, qui va se traduire par une communication interventriculaire. Donc, on a un souffle systolique et radiant en rayon de roue, qui m'a fait CIV. Dans ce cas, le diagnostic se fait par l'écho-plaire et bien sûr, le traitement est chirurgical. On a aussi l'insuffisance mitrale aiguë. Dans ce cas, le mécanisme soit par une rupture d'un pilier mitral, donc c'est une complication mécanique, ou bien par dysfonction d'un pilier mitral, l'IDM inférieur. Surtout le pilier postérieur. Donc dans ce cas, donc l'IDM inférieur avec extension VD, on peut avoir un œdème aigu de poumon par insuffisance mitrale aiguë due à une dysfonction du pilier mitral postérieur. Dans ce cas, bien sûr, le diagnostic est échographique. On a aussi les complications thrombotiques, bien sûr, chez les patients alités, kiff. On a la péricardie, donc, au cours d'IDM antérieur étendu, de mécanismes inconnus, généralement, donc, le diagnostic est échographique et le traitement à base d'anti-inflammatoires. Dans ce cas, on va donner l'aspirine à forte dose. Pour les complications tardives, il faut
juste retenir donc le syndrome de Dessler, donc péricardite avec pleurésie, des arthralgies et un syndrome inflammatoire biologique. Donc il faut donner les anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'anévrisme de VG, donc qui concerne surtout l'IDM antérieur. Dans ce cas, à l'ECG, il y aura une persistance de sus-décalage de segment ST, plus que 2 semaines. Donc, je me dis question d'examen. Quelles sont les complications des anévrismes de VG? Les complications sont 4. D'abord, l'insuffisance ventriculaire gauche. À la khater, bien sûr, on a donc des troubles de la cinétique très étendus. Donc, le ventricule gauche ne va plus pomper assez de sang. Deuxièmement, le thrombus intra-VG, puisqu'il y aura une stase dans la poche anévrismale. Donc, avec une anticoagulation efficace sur l'anévrisme de VG. Troisièmement, les troubles de rythme ventriculaire. Bien sûr, le tissu va être fibrosé. Et dernière complication, c'est la rupture d'anévrisme qui ira. Et ça va donner donc un tableau d'hémopéricarde. Autre complication, c'est les troubles de rythme ventriculaire tardif, qui m'a l'TV axe phase aiguë. Donc, les troubles de rythme ventriculaire tardif, c'est de très mauvais pronostics. Généralement, on va poser l'indication d'un défibrillateur automatique implantable prophylactique. Ou bien sûr, dernière complication, c'est la cardiomyopathie dilatée ischémique. Donc, il y a une anomalie. Donc, une cardiomyopathie dilatée ischémique avec dysfonction VG, c'est-à-dire FVG inférieur à 35%. Et là, on va donner donc le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et c'est une insuffisance cardiaque chronique. Maintenant, la prise en charge. Alors, bien sûr, il faut un transfert médicalisé qu'un patient manège par ses propres moyens. Donc, un transfert médicalisé. Donc, hospitalisation en USIC, bien sûr, oxygène si saturation calme 90, repos au lit, abord veneux, scope et monitorage. Si le patient est très algique, on peut se permettre de donner la morphine, donc 3 à 5 mg. D'ailleurs, quand on a des chiffres tensionnels très élevés, donc c'est fréquemment lié à la douleur, donc on donne la morphine d'abord, donc il y a un chiffre tensionnel. Le traitement médicamenteux, bien sûr, on donne la double anti-agrégation, l'aspigique 250 mg en IV, clopidogrel, donc dose de charge 600 mg, donc 8 comprimés. Ici, on va envisager une thrombolyse, on donne uniquement 4 comprimés. Mais quand on a 4 comprimés, on a une thrombolyse, bien sûr, on a 4 comprimés. Inoxaparine, dans ce cas, la dose IVD, donc 30 mg inoxa IVD. On va donner, qui m'a fait les mois, 1 mg kilo x 2 par jour en sous-cutané. Donc, هذوما من الأول ينجموا يتعاملوا حتى في phase pré-hospitalière وإلا في l'urgence. Donc, l'aspigique, clopidogrel ou HBPM, هذوما لازم toujours avant la reperfusion myocardique. Donc, on va discuter donc quand مازلنا في phase pré-hospitalière ou la l'urgence. Si on a les moyens pour faire la coro ou la TC primaire en urgence, ou bien la stratégie non invasive liée à la thrombolyse. Donc, quand on a la thrombolyse, on a en phase pré-hospitalière, carrément, là, fait l'urgence. Donc, généralement, on a la métallyse d'inectéplase, donc 10 unités kilo, c'est la barche, donc on IVD, fissa. Waqtesh alors, on a thrombolyse, les indications. Donc, quand on a contre-indication à la thrombolyse, donc il faut apprendre les contre-indications absolues à la thrombolyse. Il y a la dissection aortique, bien sûr. D'ailleurs, le malade quand on thrombolyse, des antécédents d'AVC ischémie datant de moins de 6 mois, ou antécédents d'AVC hémorragique, quelle que soit la durée, une pathologie hémorragique connue, qui est une ulcère gastro-duodénale, une néoplasie au niveau du système nerveux central, une hémorragie digestive datant de moins de 1 mois, ou une chirurgie majeure ou traumatisme à calme 3 semaines. Donc, il y a des contre-indications absolues à la thrombolyse. Si on n'a pas de salle de cathé disponible, ou bien si on estime que la durée entre le premier contact avec le malade, c'est-à-dire le premier ECG, et le gonflement du ballonnet de la salle de cathé ne peut pas être inférieur à 120 minutes, donc on préfère la thrombolyse. Bien sûr, il faut savoir que la thrombolyse ne peut pas être faite après 12 heures de début de la douleur. D'ailleurs, la thrombolyse elle est plus efficace surtout
les 3 premières heures. Donc une fois وقت عملنا thrombolyse, bien sûr on va surveiller le malade sur le plan clinique et le plan électrique. Sur le plan clinique, bien sûr, il faut surveiller le score de Glasgow, à la un risque hémorragique, toute altération neurologique. Donc, le premier diagnostic, c'est une hémorragie intracérébrale. Il faut surveiller la douleur. Donc, les premiers signes de succès de la fibrinolyse, c'est la sédation de la douleur. Bien sûr, mais le femme, on peut attester une exacerbation légère de la douleur. Ou sur le plan électro, les signes de succès de la thrombolyse, c'est surtout la régression de sus-décalage, supérieure à 50%. On a aussi donc des signes électriques qui attestent du succès de la reperfusion, surtout le rythme idioventriculaire accéléré. Donc c'est une TV complexe large, mais avec une fréquence lente de 40 à 100 battements par minute, qui est bien tolérée sur le plan hémodynamique, qui est spontanément régressif à respecter. Donc c'est un signe de succès de reperfusion. Kif, on peut avoir aussi une TV non soutenue ou bien des extrasystoles ventriculaires ou un BAV paroxystique. Kif, c'est des signes de succès de la thrombolyse. Une fois on a un succès donc de la thrombolyse, donc on admet le patient flusique. On obtient donc le traitement donc de la phase aiguë, le traitement médicamenteux. Bêta-bloquant, donc athénolol 50 mg par jour, fréquence 50 à 60 par minute cible. Les statines à forte dose, donc la torvastatine 80 mg par jour. Les IUC, donc captopril 50 mg 1 x 3 par jour. Mais attention, quand on a des extensions VD, kif نفس الحكاية. Donc l'IUC contre-indiqué ou le bêta-bloquant kif ما نعطيهمش خاطر فما risque de troubles conductifs. Remarque très importante, quand on a des chiffres tensionnels élevés supérieurs à 18,5 de systolique, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Donc il faut d'abord équilibrer les chiffres tensionnels. Comme on a fait la procédure de la morphine, la chlorhydrate, donc ça peut وحدها طيح la pression. Quand la pression toujours élevée, donc on donne le Risordan dérivé nitré, donc 2 mg par heure à la pause seringue. Et on peut aussi donner les bêta-bloquants. Donc les chiffres tensionnels étaient donc on fait la thrombolyse. Maintenant, si on a un échec à la thrombolyse, bien sûr, on va faire une angioplastie de sauvetage. Deuxièmement, la stratégie invasive. Alors, si on a une contre-indication à la thrombolyse, ou bien si l'angioplastie réalisable donc avant 120 minutes après le premier contact médical, on fait alors une angioplastie transluminale. C'est une angioplastie primaire. Bien sûr, si on a un état de choc cardiogénique ou bien doute diagnostique, notamment BBG ou bien HVG ou pacemaker ou Wolff Parkinson-White, les difficultés diagnostiques, on préfère bien sûr l'angioplastie. Quand c'est réalisable, on fait l'angioplastie plus que la thrombolyse. Bien sûr, sur le plan efficacité, mortalité, l'angioplastie est supérieure à la thrombolyse. Bien sûr, on va faire suivi. On va faire donc les bilans. Là, donc la troponine ou les marqueurs de nécrose n'ont pas d'intérêt kbir, sauf un intérêt pronostique, sont proportionnels à la masse nécrosée. Et la biologie, donc, on fait bien sûr la surveillance de traitement anticoagulant, surtout les plaquettes, pour détecter une thrombopénie induite à l'héparine. Bien sûr, la surveillance glycémique, bilan lipidique, le bilan rénal. La surveillance échographique pour dépister les complications mécaniques et surtout la surveillance électrique. Et bien sûr, il faut planifier le suivi après la phase aiguë. Donc l'ordonnance de sortie, c'est basique, les bêta-bloquants, qui la double anti-agrégation, pendant un an, que ce soit stent ou la stent, double anti-agrégation systématique pendant un an, statine donc à forte dose, IUC captopril donc 150 mg par jour, et surtout le contrôle des facteurs de risque qui m'a. StudyGate Digital Learning Technologies.